Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir rejoint pour cette présentation Docker Layer et Cache. Je tenais aussi à remercier les organisateurs pour m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation avec vous aujourd'hui. Alors, Cloud West, j'ai entendu parler quand j'ai participé, enfin en tant que spectateur seulement, à Cloud Sud, donc à Montpellier. J'habite Montpellier, donc les présentations m'ont paru très intéressantes et je me suis dit, il faut que je participe, il faut que je présente, que je fasse une présentation. Ça a l'air très intéressant. Et voilà, du coup, j'ai vu Cloud West, j'avais raté Cloud Sud et je me suis dit Cloud West, c'est l'opportunité, il faut que je la saisisse. Alors, cette présentation s'adresse à des personnes qui connaissent ou pas Docker, niveau débutant ou intermédiaire. Suite à cette présentation, vous allez comprendre comment Docker fonctionne lors de la construction de votre image. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Carmen Pissurus. J'ai commencé ma carrière en tant que développeur Java et Android et j'ai rejoint le groupe La Poste, plus spécifiquement la branche numérique en 2016. J'ai travaillé en tant qu'abus manager sur la messagerie laposte.net pendant 4 ans. À présent, je travaille en tant qu'expert technique au sein de la branche service courrier colis de La Poste, en support pour les équipes de développement. Pour ce qui est des technologies qu'on utilise à La Poste, pour les projets de la DSI BSCC, parce que chaque DSI, les technos sont différentes, on a du Docker, bien sûr, c'est pour ça que je vous fais une présentation aujourd'hui. On a des technologies assez nouvelles, à l'avance de phase du Flutter. Pour tout ce qui est pipeline et déploiement, on utilise GitLab CI. Pour tout ce qui est cloud plutôt privé, donc du Kubernetes. Pour tout ce qui est déploiement du Terraform, gestion de la configuration, du consul, gestion des secrets, plutôt dans Vault. Voilà un petit peu, et plein d'autres. Hein. Là, j'ai cité que quelques-uns pour vous donner, vous donner l'envie. Et par ailleurs, je suis présidente de l'association Signal Spam. Alors, Signal Spam, c'est une association qui lutte contre le spam et le phishing. Vous avez, si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur le site. Signal Spam vous propose un module que vous pouvez installer sur votre navigateur ou sur votre client lourd afin de détecter et protéger votre messagerie contre le spam et le phishing si jamais vous cliquez sur des liens frauduleux. Alors, pourquoi Docker et pourquoi Docker à La Poste? Alors, Docker permet la containerisation des applications et de leurs dépendances. Avec la technologie Docker, vous pouvez traiter les containers comme des machines virtuelles très légères et modulaires. Les containers vous offrent une grande flexibilité. Vous pouvez les créer, les déployer, copier, déplacer d'un environnement à l'autre, ce qui vous permet d'optimiser vos applications pour le cloud. Donc, La Poste est de plus en plus ouverte à tout ce qui est cloud, bon, privé pour l'instant, public par la suite. Donc, on est dans une phase vraiment de transformation et les choses commencent à changer. Donc, de plus en plus de projets à La Poste vont sur Docker. L'objectif de cette présentation est de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la commande Docker Build. Donc, comment on construit nos images et c'est quoi la différence entre Docker Build No Cache, comment je peux optimiser l'utilisation du cache, quelles sont les règles à respecter pour diminuer le nombre de layers, parce qu'en plus à La Poste, ce qu'on a fait, on avait des images qui faisaient une taille qui était importante, donc on pense aussi à diminuer notre empreinte carbone, donc on va vers des images les plus légères possibles afin d'optimiser les opérations de pull-push de l'image dans un registre, mais aussi voilà, vers la consommation carbone, donc diminuer notre empreinte carbone. Alors, pour l'architecture Docker, donc quelques rappels pour l'introduction. Qu'est-ce qu'on a? On a le client ou le CLI, ou le logiciel qui vous permet d'interagir avec le Docker démo. Donc, c'est l'application, enfin l'installation sur votre poste qui vous permet, le client vous permet de lancer des commandes, que ce soit le Docker Build qu'on va voir ensemble un peu plus en détail, Docker Pull pour récupérer une image qui est sur un
qui est sur un registre Docker, que ce soit un registre public ou privé de votre entreprise. Un Docker Run pour lancer un container. On va voir ensemble la différence entre l'image et le container. Et dans tout ce qui est Docker Daemon, donc on retrouve les containers et les images. Donc les images, c'est des templates read-only composés de couches ou layers. Donc c'est ce qu'on va voir en détail, ce que c'est un layer et comment optimiser tout ça. Et le container, c'est une instance vivante de l'image qui exécute l'application. Donc, en quelque sorte, l'image, c'est votre recette et le container, c'est votre gâteau. Vous avez fait plein de gâteaux en suivant une recette. Je ne veux pas vous donner faim dès le matin. Le registre, et ensuite on a le registre. Donc, le registre permet de stocker les images. Donc, c'est un peu mon frigo où je mets tous mes recettes. Enfin, c'est un peu mon carnet où je mets toutes les recettes. Donc, le registre, ça peut être un registre Nexus, ça peut être le Docker Hub, ça peut être le catalogue Red Hat. Nous, à la Poste, on a des registres privés pour chaque application où ils peuvent stocker leur application, enfin leur image. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour construire une image, là, je vous ai donné un... Ça s'affiche, ok. Je vous ai mis un exemple de Dockerfile, tout simple, avec quelques instructions. Après, je vais expliquer vite fait les instructions, mais si vous voulez le détail, c'est pas vraiment le but de la présentation, mais si vous voulez le détail, il y a tout sur la documentation Docker. Donc là, le Dockerfile, il est assez simple et ça me permet aussi de vous montrer les layers. Donc, à quel niveau vraiment une instruction construit un layer, parce qu'on va voir ensemble, pas toutes les instructions constituent un layer. Alors, le Dockerfile d'exemple, donc je prends une image alpine, une image qui se trouve sur un registre public que je peux récupérer sans login mot de passe. Quand vous allez avoir dans vos entreprises des registres privés, vous allez avoir une authentification au préalable. Donc, il faut faire un Docker login pour pouvoir accéder ensuite au registre. Alors, du coup, je fais un from alpine, donc je pars d'une image de base. J'ai une variable d'environnement, donc appdata, avec un répertoire. Ensuite, je spécifie l'utilisateur. Donc là, je prends l'utilisateur root et ce qui me permet par la suite, dans l'instruction run, d'installer le package PHP. Ensuite, j'affiche la version de PHP, juste pour vérifier que mon package est bien installé. Wardir, c'est une instruction qui me permet de dire, moi je build l'image, donc je vais dire à la personne qui va exécuter mon image afin de créer un container qu'il va être placé dans USR SRC MyApp. Donc, quand on va démarrer un container à partir de cette image, je vais être automatiquement, quand je vais faire un ls, je vais être dans MyApp. Ça permet de positionner là où je veux mon répertoire de travail. Ensuite, je fais un ls-là, j'affiche là où je suis et je copie un fichier de test, juste pour vous montrer un exemple. Alors, le répertoire de travail, donc là où je me trouve de notre projet d'exemple, contient le Dockerfile. Donc là, j'ai mis le Dockerfile et j'ai mis le test.txt. Alors, pourquoi je l'ai mis là et pas ailleurs? Parce que j'ai besoin que Docker sache où est mon fichier quand je vais le copier. Donc, je vais expliquer tout ça. Ce que vous voyez aussi, c'est un fichier Docker ignore et un répertoire log. Donc là, quand je lance ma commande, docker build point, donc ça c'est important parce que je n'ai pas donné un chemin, j'ai dit build-moi mon image ici. Le point, c'est très important. Je peux donner aussi un chemin relatif. Vous pouvez dire voilà, que vous voulez builder votre image à partir d'un autre dossier, donc /test ou autre chose. Là, moi, je l'ai buildé là où je suis, pour faire simple. Et en fait, ce qui se passe, donc la première ligne de log que vous voyez, elle dit « Sending build context to Docker daemon ». Donc, c'est pour la première fois, quand on fait ça, on peut se demander ce que c'est. Alors, ce qui se passe à cette étape, c'est que le client, on envoie le build context au Docker daemon. Donc, qu'est-ce que j'envoie au Docker daemon? En fait, j'envoie mon test.txt. Donc, en fait, on affiche la taille de mes fichiers que j'envoie au Docker daemon.
plus j'ai de fichiers à côté de mon Dockerfile ou dans le build context que je lui ai donné, donc là je lui ai donné point, mais je pouvais lui donner un autre répertoire, plus cette étape-là va prendre du temps. Donc, si je veux, par exemple, que ça aille vite, parce que d'ailleurs, le but de cette présentation, c'est aussi de vous montrer comment aller vite et optimiser vos builds. Donc, quand vous allez builder des images, là, on build une seule image, mais normalement, quand vous avez plein d'applications, et nous, à la Poste, on en a plein, on veut que ça aille vite. Et surtout, quand ça va dans un pipeline, pareil, on veut que le pipeline dure le moins longtemps possible. Pareil, par exemple, quand on veut aller en prod ou autre. Donc là, ce que j'ai créé, j'ai rajouté un Docker Ignore. Et le Docker Ignore, en fait, ça me permet, comme le Git Ignore, d'ignorer certains fichiers. Donc, par exemple, si j'ai mon application que je veux copier dans mon image, je ne vais pas copier tout ce qui est sur PHP, du var cache, du vendor ou dans Java, du target. Donc, je ne veux pas copier des fichiers que je rebuild par la suite dans l'image ou dont je n'ai pas besoin, du cache par exemple, ou des choses comme ça. Donc là, c'est très important parce qu'en fait, en fonction de ce que vous avez à côté de Dockerfile et de la taille de vos fichiers et de vos répertoires, cette étape-là, ça va prendre plus ou moins de temps. Alors, c'est important de comprendre la logique parce que si jamais vous essayez de builder dans un autre répertoire et que Docker, il va vous dire « je ne trouve pas le fichier que vous essayez de copier ». Donc, une fois que vous avez compris la logique, qu'il faut bien que le Docker daemon connaisse les fichiers que vous voulez copier ensuite. Donc là, moi, dans le fichier d'exemple, dans le Dockerfile d'exemple, je copie test.txt. Voilà, si jamais je mettais test.txt dans un autre répertoire, Docker m'aurait dit « non, la copie, ça ne fonctionne pas, le fichier, il n'est pas trouvé ». Du coup, j'ai lancé, c'est parti, je lance le Docker build et j'ai plein de logs qui défilent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, tout au long de la présentation, je vais expliquer pas à pas ce qui se passe dans les différents logs et qu'est-ce que vous avez, parce qu'à chaque fois, il y a des identifiants de plus ou moins longs qui s'affichent et des logs qu'on va comprendre, on va comprendre ensemble ce que ça veut dire. Et une fois que vous avez compris vraiment ce qui se passe derrière le build, vous pouvez aller plus loin, optimiser, réutiliser le cache, etc. Donc, on va voir tout ça ensemble. Alors, ce qu'il a fait suite au transfert du contexte de build, c'est qu'il a récupéré l'image alpine, parce que je ne l'avais pas en local, donc il me dit pool complete. Alors, c'est quoi le 2408cc 74D1 de B ? Là, c'est l'image ID de mon image. Mon image de base a un seul layer, on va voir ensemble par la suite. Donc, du coup, en fait, c'est l'identifiant du layer. Alors, donc pool complete pour cette image, et ensuite il me dit digest SHA-256 686. Alors, c'est quoi ça ? Alors, c'est quoi le digest ? Il faut savoir que une image, donc comme vous allez le comprendre tout au long de la présentation, une image contient des layers, comme une lasagne. Je vous donne faim dès le matin, mais comme une lasagne, différentes couches et des métadonnées. Donc, pendant la présentation, vous allez comprendre les deux aspects, comment Docker, une fois qu'il a l'image, il construit le container. Donc, c'est un peu les sommes des deux aspects, on va dire. Les archives, là, ce que vous voyez, en fait, j'ai affiché le Docker manifeste, le manifeste de l'image, qui affiche les différents layers. Donc là, c'est juste un exemple. Et en fait, c'est des targets zip qui contiennent les différences. Donc, seulement les modifications qui ont été apportées au système de fichiers lors des différentes instructions qui sont présentes dans le Dockerfile. Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'avais plusieurs instructions. Je vous ai dit, pas toutes les instructions créent des layers, donc des couches. Et quand on crée une couche, c'est vraiment la différence entre l'instruction d'avant et ce que la nouvelle instruction a apporté comme différence au système de fichiers. Donc ça, c'est très important parce que par la suite, il y aura des petits pièges. Alors, du coup, le digest, c'est un hash du manifeste. Donc, en fait, si jamais je change un layer dans l'image, le digest, il sera différent. Donc, c'est ça qui me permet de garantir que rien n'a changé dans l'image. L'image ID, alors, c'est quoi la différence ? Parce que moi, je connais, et si je fais un Docker image, je vais voir l'image ID. Alors, c'est quoi la différence entre digest, image ID et tag ? D'ailleurs, parce que quand vous allez sur les registres,
Quand vous allez sur les registres Docker publics, par exemple, que vous allez sur Docker Hub, sur le catalogue Red Hat, etc., vous allez voir, si vous naviguez dans les différents onglets, que vous avez plusieurs façons de récupérer une image, que ce soit avec son tag, mais aussi avec son digest. Alors, l'image ID, c'est en fait le hash, c'est différent, c'est pas le hash du manifeste. Donc, le manifeste, c'est les layers, vraiment ce qui change dans le système de fichiers. Alors, l'image ID, c'est le hash du fichier JSON de configuration de l'image. Donc, je vous parlais tout à l'heure de métadonnées. Donc, l'image, elle est constituée de systèmes de fichiers et aussi métadonnées. Donc, métadonnées, c'est tout ce que je mettais dans le Dockerfile tout à l'heure, le user, les variables d'environnement, le workdir, les labels, etc. Donc, tout ça, ça peut changer, hein, mais ça constitue aussi la définition de l'image. Le tag, alors le tag, c'est encore différent. C'est quelque chose que la personne qui build l'image, donc moi, quand j'ai buildé l'image, je n'ai pas mis le -t, mais j'aurais pu. Donc, quand je n'ai pas mis le tag, c'est l'image ID qui s'affiche. Donc, je peux faire des commandes en utilisant l'image ID, mais on peut faire un -t et nommer l'image. Alors, attention, pour le tag, pourquoi on ne recommande pas récupérer l'image avec le tag et plutôt avec le digest, surtout si vous récupérez l'image d'un registre public, c'est parce que une personne, elle peut taguer l'image avec plusieurs tags, donc là 1.0 ou les tests, et je peux modifier l'image et la retaguer avec le même tag. Et vous ne saurez pas que ce n'est pas la même image derrière. Voilà, donc le mieux, on recommande de récupérer vraiment avec le digest. C'est le seul qui nous assure que rien n'a changé dans l'image, surtout au niveau des layers, donc du système du fichier. Alors, si on continue dans les logs du build, on va voir des identifiants. Donc, on a vu le digest et là, on va voir d'autres identifiants qui s'affichent et on va expliquer petit à petit ce que ça représente. Donc, pour le numéro 2, à chaque étape de build, Docker crée une image. Alors, pourquoi? On va voir. Et toutes ces images, ça s'appelle des images intermédiaires, et à chaque instruction, il s'agit d'une image de container que je peux instancier. Donc, je vais vous montrer. Si je fais un Docker History donc sur l'image ID, parce que je n'ai pas tagué mon image, j'aurais pu, hein, comme ça, je l'appelais image test, mais là, je ne l'ai pas, il faut s'habituer un petit peu avec les images ID. Ce qu'on peut voir, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur cette image. Alors, vous allez avoir en fonction, moi, c'est sur l'Alpine, hein, parce que je suis partie de l'Alpine, donc j'ai un missing, parce qu'en fait, l'image ID de l'Alpine n'est pas disponible, parce que l'image n'a pas été buildée sur mon poste. Mais si vous téléchargez une autre image qui a plus de layers, là celle-là elle a un seul layer, vous allez voir plusieurs layers missing avec les images ID où c'est écrit missing, mais c'est pas très grave. Et ensuite vous voyez l'image ID de mes différentes instructions. Que j'ai fait dans mon image. J'ai fait tout ce qui est env app data. Donc, nous, on est là. Ça, c'est l'identifiant de l'image Alpine. Ensuite, vous avez la variable d'environnement, le user que j'avais mis, l'installation du package qui rajoute, qui impacte la taille de l'image. Donc là, vous pouvez déjà voir que le système de fichiers a été modifié. Et ensuite, d'autres instructions et la copie du fichier, pareil. Les autres instructions impactent les métadonnées. Donc, vous savez, c'est le fichier JSON de configuration que vous pouvez afficher en faisant une commande docker inspect. Et vous pouvez voir les différents métadonnées qui sont propres à l'image. Alors, pourquoi ces métadonnées? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la personne qui build l'image dit à la personne qui run l'image, qui ne sont pas tout le temps les mêmes, hein, parce que forcément, celle qui build l'image la push sur un registre public ou privé de votre entreprise. Ensuite, vous êtes peut-être ceux qui run l'image, hein, qui la déploient en production. Et là, on vous dit, voilà où j'ai mis les ordir, c'est là que vous allez vous retrouver, quel user j'ai utilisé, par exemple, un user 1001 pour OpenShift ou autre, mais pas un utilisateur root. Et CMD, par exemple, c'est une des commandes qu'on dit, voilà la commande que je pense qu'il faut que tu lances quand tu lances ton container et qui va se lancer quand tu lances ton container, par exemple démarrer Apache ou démarrer un script.
ou un entry point, mais c'est quelque chose que tu peux écraser. Donc, par exemple, quand il faut un Docker run, le CMD, il peut être écrasé. Alors, à chaque instruction qu'on a ici, on voit une nouvelle image ID, donc une nouvelle image. Donc, du coup, je peux l'instancier. Alors là, on le voit aussi, je vous l'ai mis en comparaison avec le Dockerfile. Donc, on retrouve bien les mêmes identifiants. Par exemple, l'identifiant de notre image alpine, qui est le E6626, etc. Et ensuite, petit à petit, on retrouve de bas en haut, sur le Docker History, on retrouve les images ID qui sont affichées aussi dans les logs du build. Donc, à chaque instruction, on retrouve l'image intermédiaire. Alors, si je refais mon Docker build une deuxième fois, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ces images intermédiaires sont créées, elles ne sont pas supprimées? Pourquoi Docker ne fait pas du ménage? C'est pour le cache, c'était le but de la présentation. Si je relance le build et je n'ai rien changé, donc dans cet exemple, je n'ai rien changé dans le Dockerfile, Docker utilise le cache pour éviter de refaire une étape qu'il aurait déjà faite. Donc, systématiquement, la ligne qui suit using cache et ce fameux hash qui permet de retrouver l'étape déjà exécutée. Quand Docker arrive à une étape et il se rend compte qu'il a déjà exécuté par le passé, il récupère directement le résultat plutôt que de rejouer la commande. On peut retrouver les hashes des étapes d'une image à l'aide de la commande Docker History, comme je vous l'ai montré, de la plus ancienne à la plus récente. Et la dernière, c'est vraiment l'image ID que j'ai utilisée pour le Docker History. Donc, vous voyez le 5E, D47, etc. Vous pouvez, c'est utile Docker History, vous voyez aussi les différents, comment les layers, enfin comment les différentes instructions impactent la taille de votre image et comment vous pouvez l'optimiser. Alors là, je vous donne un exemple où j'ai changé une instruction. Donc, j'ai changé la dernière, j'ai rajouté echo coucou. Forcément, le cache a été invalidé, donc pas utilisé parce que l'instruction a changé dans son contenu. Alors, du coup, pour récapitulatif, comment le cache est utilisé, enfin, et comment il n'est pas utilisé, enfin, à quel moment il est invalidé. Donc, Docker commence par comparer les séquences des étapes de l'exécution courante à la précédente. Tant que les étapes n'ont pas changé, il utilise le cache. À la première étape rencontrée qui a changé, le cache est invalidé. Les commandes copy et add sont particulières. Hein. Il est souhaitable que Docker n'utilise pas son cache si jamais un des fichiers cibles a été modifié. Pour faire cela, Docker utilise un checksum sur les fichiers de son build context. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure quand vous copiez vos fichiers. Et le build context, c'était le dossier passé en paramètres. Moi, j'avais mis point, mais vous pouvez passer à un autre dossier. Et si le contenu d'un fichier ou ses métadonnées ont changé, ont été modifiés, le cache, il est invalidé. C'est comme ça que Docker sait si le fichier il a été changé ou pas. Et vous pouvez voir le résultat dans les created by. Donc là, vous voyez, il y a le copy file et il y a le checksum. Add file, il y a le checksum à côté. Donc, c'est comme ça que Docker sait si le fichier a changé. Alors, le command run, elle peut tout faire. Hein, elle peut faire un ls-la. Ça ne veut pas dire que ça a changé quelque chose dans l'image. Elle peut modifier le file system. Donc, je peux faire un run copy cp. Là, c'est une commande qui donnerait un résultat différent à chaque exécution ou rien modifier du tout. L'instruction from n'utilise pas le cache, hein, c'est ce qu'on a vu. From, ça récupère juste l'image de base. Vous pouvez utiliser le cache en spécifiant une image que vous avez déjà construite avec l'instruction cache from. Alors, cache from, c'est très intéressant parce que si vous avez des images qui ont la même base, par exemple, ça réutilise en fait ou qui ont des instructions en commun, ça réutilise les layers et du coup, pareil, le but, c'est de diminuer les temps de build. Donc, le but des images intermédiaires, c'est ça, c'est augmenter la réutilisation, diminuer l'usage disque, builder plus rapidement,
en utilisant le cache. Vous allez être très content quand vous allez lancer, si vous avez par exemple comme moi une installation de package, vous relancez une deuxième fois parce que vous avez changé juste une petite chose que vous avez oubliée dans une des instructions, bah, vous êtes très content que ça passe, que ça réutilise le cache pour l'installation et que ça va plus vite. Alors, si on continue dans la lecture des logs, on voit une log qui est assez bizarre, c'est Removing Intermediate Container, pareil avec un identifiant. Donc, c'est quoi parce qu'on a parlé d'images intermédiaires. Là, on voit des containers intermédiaires. Alors, on a compris que l'image intermédiaire, elle est gardée pour le cache et pour l'optimisation. Mais le container intermédiaire, alors on voit bien qu'il n'est pas gardé, donc il est supprimé. Alors, mais par contre, il sert à quoi? Alors, le container intermédiaire, alors par rapport vous avez vu les images intermédiaires, ils sont créés vraiment à chaque instruction. Alors le container intermédiaire, il n'est pas créé vraiment à toutes les instructions. Donc on va voir lesquelles. Mais pour certaines instructions, pas toutes, Docker a besoin d'instancier un container à partir d'une image d'avant. Ensuite, donc une fois qu'il a instancié, donc il a utilisé l'image d'avant, c'est une image comme les autres, qui contient que les instructions qui ont été exécutées jusqu'à l'étape, par exemple là, la 44.1f 17EB 8870. Donc là, il a instancié un container et dans ce container, il a exécuté une commande. Donc, ça peut être une commande d'installation. Là, c'est user root, il se met en tant que root. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est comme il n'en a pas plus besoin de ce container, donc il exécute la commande, il affiche le résultat s'il y a un résultat, et ensuite, il crée une nouvelle image. Et dans cette nouvelle image, je suis root. Avant cette instruction, je n'étais pas root. Et je vais vous montrer. Donc, on supprime le container et Docker fournit la nouvelle image. Cette image, à partir de laquelle il a créé le container, en fait, c'est un container avec une alpine dedans. Donc, il a tout ce qu'il lui faut pour exécuter la commande. Alors, pour vous montrer que c'est vraiment, c'est un exemple que je vous mets. Donc, dans Docker, j'ai fait un Docker History. Et si je regarde, je vais instancier l'image d'avant et l'image d'après l'installation de mon package PHP. Donc là, je fais un Docker Run avec l'identifiant de l'image, le image ID. Et je vois que si je lance une commande PHP-V pour vérifier si mon package il existe, donc si j'ai bien installé PHP, avant, là où j'étais dans l'instruction d'avant l'installation, forcément, je n'ai pas PHP. Mais si je démarre un container avec l'image bleue, j'ai bien PHP qui est installé. Donc, vous voyez bien que ce sont des images comme les autres et que je peux créer un container à partir d'une certaine étape dans mon Dockerfile. Je vais m'arrêter juste une seconde pour faire une parenthèse et bien expliquer la différence entre image et container au cas où. Alors, il faut savoir, et ça c'est important quand même, parce que des fois on l'oublie, mais lorsqu'on démarre un container, comme je l'ai fait juste avant, je l'ai fait à partir d'une image intermédiaire, pour vous montrer qu'il s'agit d'une image comme une autre. Mais en faisant un Docker Run, en fait, j'ai créé un container et lors de la création de ce container, j'ai créé un nouveau layer, parce qu'on parle de layer, qui s'appelle Container Layer. Et tous les changements que je réalise dans le container sont écrits dans ce layer. D'ailleurs, vous voyez que c'est le seul en fait qui fait read-write. Les layers de mon image, c'est des layers qu'une fois que l'image elle est réalisée, enfin, je l'ai pushée, je l'ai créée, c'est des read-only, c'est-à-dire que les containers peuvent utiliser ces layers, mais ils ne peuvent pas écrire. Enfin, s'ils veulent écrire, ça va être dans ce nouveau layer qui est un read-write layer. Mais si jamais le container il est supprimé, ce layer il est supprimé.
Si vous voulez, par exemple, démarrer un autre container pour un rééquilibrage de charge, il aura seulement le système de fichiers, il sera conforme au système de fichiers de l'image et avec les métadonnées que vous avez déclarées pour votre fichier JSON. Je vous ai mis aussi un petit slide sur le cycle de vie d'un container. Quand vous allez démarrer, vous pouvez faire... vous lancez la commande de Docker Create. Moi, j'ai lancé tout à l'heure le Docker Run. Alors, le Docker Run essaie de créer et démarrer le container en lançant les deux commandes. Donc, les commandes Create et Start. Donc, si vous voulez juste créer le container, vous pouvez utiliser la commande Docker Create et Docker Start pour le démarrer. On peut mettre en pause les processus qui s'exécutent à l'intérieur d'un container. On peut arrêter le container en lançant la commande Docker Stop et supprimer le container une fois qu'il est arrêté avec la commande Docker RM. Et si vous essayez de supprimer un container en exécution, vous allez recevoir une erreur parce il faut l'arrêter et ensuite le supprimer. Voilà un peu. Et la commande que vous voyez, en fait, donc vous voyez le container ID, c'est un peu comme l'image ID. Vous voyez l'image qui est utilisée et vous voyez la commande. Donc, c'est la fameuse CMD que j'avais mis dans la fameuse commande CMD que vous pouvez mettre dans votre Dockerfile pour dire à la personne qui démarre le container, que voilà ce que je te recommande, enfin ce que je mets comme première commande au démarrage. Mais ça peut être des scripts ou ça peut lancer des serveurs Apache ou autre. Alors, je disais, quelles instructions, que pas toutes les instructions créent un container intermédiaire. Alors, c'est quelles instructions qui créent un container intermédiaire et quelles instructions ne créent pas un container intermédiaire. Donc là, on a toutes les instructions run, mais aussi les modifications des métadonnées, que ce soit env, user, label, expose, etc. Alors, quelques instructions ne créent pas un container intermédiaire. Donc là, on a from. Bon, from, c'est une instruction un peu à part. Et vous avez aussi les instructions copy et add. Alors, je fais un petit bonus. Pourquoi deux instructions pour faire la même chose? Quelle est la différence entre copy et add? L'instruction add copie les fichiers locaux de façon récursive. Elle crée de façon implicite le dossier de destination s'il n'existe pas et accepte des archives ou des URL comme source qu'elle désarchive dans le répertoire destination. À la poste, on utilise encore comme outil pour scanner les images. Vous pouvez regarder, c'est un outil qui vous permet de détecter des failles de sécurité dans les images, que ce soit dans les fichiers que vous rajoutez ou dans les packages que vous rajoutez par la suite ou dans l'image de base. Par exemple, encore, il recommande d'utiliser plutôt copy que add parce que à cause de cette fonctionnalité en plus de add qui permet de désarchiver et voilà, ou utiliser une URL qui peut être des sources non sécurisées. Le mieux, c'est de savoir ce que vous copiez dans vos images. Donc, pour récapituler, quelle instruction crée une image ou un container intermédiaire. Donc, on a tout ce qui est métadonnées qui crée des images et des containers intermédiaires, et les instructions copy et add qui ne créent pas de container intermédiaire. Alors, du coup, et les layers dans tout ça, parce que la présentation est sur les layers, seulement certaines, c'est ce que je disais, seulement certaines instructions du Dockerfile créent un layer. Le layer, c'est une collection de fichiers et répertoires résultant d'une instruction présente dans le Dockerfile. L'image finale contient une liste ordonnée de couches, c'est ce qu'on disait, les lasagnes, qui permet à Docker de constituer le système de fichiers de container lorsque celui-là, il est lancé. Donc, layer, système de fichiers, donc tout ce qui impacte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec, si on regarde notre exemple, j'ai fait un Docker Image Inspect pour afficher les layers. Donc, vous pouvez afficher les layers de votre image. Alors là, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'installation du package modifie, c'est ce qu'on a vu dans Docker History, ça modifie le système de fichiers, ça rajoute un package. L'Alpine, donc l'image de base, forcément, ça vous rajoute un layer et c'est plus ou moins lourd. L'Alpine, c'est assez léger, mais vous pouvez prendre une image de base qui peut être un peu plus lourde. Ça impacte aussi la taille de votre image. Et là, j'ai copié un fichier de test.
Alors là, il y a le piège. Alors, le ls-là ne crée pas de layer, hein, même si c'est une instruction run. C'est ce que je disais, hein, le run, ça peut impacter la taille de l'image ou pas en fonction de ce que vous faites dans votre instruction. Là, il y a quand même 4 layers, alors que normalement, je devais en avoir 3. Alors, j'avais dit que les métadonnées ne créent pas de layer. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est un piège. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit env appdata égale fdata égale USR SRC MyApp. Mais ce répertoire n'existe pas dans l'image de base. Donc, en fait, si on lit la documentation sur Docker sur les métadonnées, que ce soit env ou ordir, on va voir que si le répertoire n'existe pas, en fait, Docker le crée pour nous. Il ne nous donne pas une erreur en disant le répertoire n'existe pas, mais il le crée. Donc, implicitement, il y a la création du répertoire qui modifie le système du fichier. Donc là, en effet, on a un layer de plus. Si je le mettais dans le ordir, pareil, j'aurais eu à ce niveau-là le layer. Mais là, j'aurais utilisé ma variable d'environnement d'avant. Donc voilà. Après, ce n'est pas quelque chose qui impacte la taille de mon image, mais c'est un layer qui est rajouté par-dessus à mon image. Alors, du coup, image, container intermédiaire ou layer intermédiaire. Donc, dans quel cas je me retrouve en fonction des différentes instructions. Et je ne vous ai pas mis toutes les instructions, j'en ai mis quelques exemples. Les seules instructions qui modifient les systèmes de fichiers sont des layers. Et un layer, c'est un morceau de notre système de fichiers. Et les layers, ils font partie de l'image et constituent le système de fichiers. Donc, on a le run, le copy, le add, mais on peut avoir aussi, je l'ai mis non, mais vous avez bien vu le piège avec env. Mais ça n'impacte pas vraiment la taille de l'image. Alors, comment j'optimise le cache? Pour optimiser le cache, il faut construire le Dockerfile d'une certaine façon. L'ordre des instructions est important. Il faut mettre les instructions les plus susceptibles à changer, comme la copie des fichiers sources de l'application, par exemple, à la fin du fichier Dockerfile. Parce que mon application change, Docker réutilise le cache pour les instructions situées en haut de mon fichier et calcule seulement les résultats des instructions situées à la fin de mon fichier. Donc, c'est comme ça que j'augmente les chances de réutilisation du cache et la vitesse de build. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. J'ai installé mon package avant et j'ai rajouté mon test.txt à la fin de mon Dockerfile au cas où mon fichier change. Mais normalement, mon package, je l'ai installé. Il peut y avoir d'autres versions du package, en effet, mais à chaque mise à jour, je vais avoir un autre layer qui va se créer. Alors, les layers, on les utilise, c'est utilisé, donc ça améliore le build, mais je peux l'avoir aussi, tout ce cache et toute cette réutilisation, je peux la retrouver aussi dans le Docker Pool, donc la commande qui me permet de récupérer une image. Et vous allez voir, quand vous allez récupérer des images qui sont un peu plus grosses et importantes, avec une taille plus importante, vous allez être très content quand vous allez avoir peut-être un réseau, une vitesse sur le réseau qui est moindre, ou que vous avez votre pipeline, vous voulez que ça aille vite. Donc, vous allez être très, très content quand vous allez voir que les layers ont été réutilisés. Donc là, je fais dans l'exemple un pool d'une image, de 2 images en fait qui ont des layers en commun. Donc vous voyez, quand je télécharge la deuxième, donc la première, j'avais rien en local, et quand je télécharge la deuxième, il me dit qu'il y a 2 layers qui existent déjà. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il n'y a pas de téléchargement des 2 layers et ça optimise le trafic. Pareil pour le Docker Push. Si jamais vous voulez pousser, et d'ailleurs dans votre registre privé, nous à la Poste, on s'est retrouvés de toute façon avec des images qu'on appelle des images étendues, hein. Comme vous avez vu, j'ai utilisé une Alpine, mais nous, on a des images de base qu'on a configurées avec nos certificats, etc., pour l'entreprise. Donc, vous avez des images que vous pouvez, avec des registres qui sont propres à l'entreprise, avec des configurations, que ce soit les certificats, etc., et encore qui scannent les images pour vérifier les failles de sécurité et pour à chaque fois faire les patchs. Des images qui ont des layers en commun. Donc, les projets, ils font que éteindre les images et normalement les utiliser de base et utiliser les images telles quelles
logiciel, rajouter leur application et ensuite les pousser sur le registre privé. Donc, à chaque fois, il y a une base commune qui va être donc des layers communs qui vont être réutilisés. Donc là, quand je push mon image, si le layer existe déjà dans le registre il répond 200 OK et le client Docker ne push pas le layer. Donc, ça me permet d'aller plus vite. Et si le layer n'existe pas dans le registre répond 202 accepted et le client Docker peut uploader le layer. Donc, ça va aller plus vite, même pour d'autres opérations, que ce soit le build, mais aussi le push et le pull. Alors, pour conclure, là, on a vu ensemble comment optimiser le cache, comment écrire le Dockerfile, comment aller vraiment voir combien de place ça prend, où je peux optimiser. Vous pouvez aussi mettre, faire plusieurs choses dans une même instruction Docker. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir un seul layer et de ne pas multiplier les layers parce que vous avez vu quand vous faites les pulls et les push, à chaque fois, il faut qu'ils communiquent et qu'ils envoient les layers. Donc, si vous avez des installations de packages, faites-le dans une seule instruction. Ça permettra d'avoir un seul layer. Pareil, vous pouvez optimiser en utilisant Docker Ignore. N'oubliez pas, n'envoyez pas tous vos fichiers. Ça peut être des failles de sécurité aussi dans votre application. Vous n'envoyez pas tout. Vous n'envoyez pas les logs, les caches, les choses que vous pouvez avoir en local. Pareil que le Git Ignore, il faut vraiment l'utiliser. Vous pouvez utiliser tout ce que vous avez vu dans cette présentation, aussi dans votre CI/CD, le cache from, ça vous permet d'utiliser le cache que vous avez dans une autre image, lors de la construction d'une autre image. Donc ça, avec tout ce qui est GitLab CI, vous pouvez jouer et améliorer vos pipelines pour que ça aille plus vite. Des fois, on en a besoin. Et je voulais vous remercier déjà pour l'attention que vous m'avez accordée. Merci à nos sponsors. Merci aux organisateurs vraiment de m'avoir donné cette opportunité. Je suis très contente et très fière de vous avoir présenté un petit peu de ma connaissance. J'espère pouvoir le faire aussi à l'avenir, maintenant que je vais passer un petit peu sur la partie sécurité. Donc, ça va être des nouveaux challenges qui m'attendent et je suis très enthousiaste d'avoir partagé avec vous cette petite heure. Et merci à tous et j'attends les questions.